Oui, alors je suis Alain Roturo, j'ai 68 ans, je suis brocanteur, à la retraite, mais je continue mon métier par passion. Je suppose qu'on est là pour parler des phonographes, qui est ma marchandise préférée, que j'essaye de chiner, de restaurer. J'en garde quelques-uns pour ma collection. Est-ce qu'on va pouvoir aller voir cette collection? Alors on va aller la voir, oui bien sûr, oui, avec plaisir. Est-ce que j'allume la lumière ou pas? Allez. Faites-nous sentir ça. Voilà. Donc voilà la fameuse collection. Vous en avez combien? Alors là, il y en a toujours une petite quinzaine, je ne vais pas compter exactement, hein. Et jusqu'au plus grand, celui qui est au milieu, qui était dans le casino de Biarritz à l'époque, en 1900. Magnifique. Pourquoi cet aspect de fleurs sur certaines? Le pavillon sert d'amplificateur. Il fallait trouver une forme. Alors on a trouvé la forme de la fleur de liseron, qui était la forme la plus rapprochante et celle qui distribue mieux le son. Juste avant, vous avez expliqué le principe des petites aiguilles au niveau du son. Alors la puissance du son dépend de l'emploi de l'aiguille. Plus on veut écouter fort, plus on met une aiguille forte. Alors on démarre à une aiguille douce pour aller jusqu'à la forte, selon la puissance du son. Si on veut écouter de la musique classique par exemple, ou si on veut écouter du jazz, si on veut écouter... ou si on veut pas déranger les voisins aussi. Alex, la première chose qu'il m'a dit, c'est un truc que je trouve inconcevable, c'est de me dire que ça fait ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe là-dedans? Alors la lecture se fait par l'aiguille, qui est transmise à une membrane en mica ou métallique, D'accord. qui vibre. C'est la vibration de la membrane qui fait le son, qui après est amplifié par le pavillon. Alors plus la complication est grande, plus il y a plus le son est fort. Mais c'est que mécanique, c'est seulement la lecture de l'aiguille et la transmission par la membrane qui fait le son. Si je comprends bien, en fait l'aiguille va bouger en fonction des gravures, ce qui va faire bouger la membrane, qui quand ça va passer dans le tube, ça va Voilà, faire parce que un bon, son. le son il est enregistré sur le disque. Ouais. On prend un disque, on le pose sur le plateau, on met le frein et on remonte le ressort. Ok. Parce que c'est que mécanique. Donc on remonte un ressort qui fait largement le ton du disque. Après on relâche le frein et on pose la tête de lecture sur le disque. Je suis sûr qu'il est bien réglé celui-là. Alors la qualité du son dépend aussi de la qualité du disque. Vous voulez regarder, quand on regarde l'intérieur, Ah, je veux Et bien. ben, à 100%. alors quand on remonte le ressort, voilà. Alors ça c'était pour bloquer le disque. Ah, Et là, bon, le régulateur qui est devant fait la vitesse. d'accord. Est-ce qu'il y a eu des immenses pavillons qui ont été inventés ou pas? Ah oui, il y a eu des choses énormes à l'époque. Il y a eu des pavillons de plusieurs mètres de long. Il y a eu, bon, très grand. Ben. Alors à l'extérieur, ça s'entendait à plusieurs kilomètres quand ils mettaient le four en route. Là déjà celui-ci, c'est pour une grande salle. D'accord. Et c'était audible? Les grands pavillons quand même? Ah bien sûr, oui. Bien sûr, c'est pareil. Hein. Ah ouais. La qualité du son est bonne. C'est l'amplificateur qui est le plus important. Comme ce n'est que mécanique, il n'y a pas d'électricité. C'est les phonos, on peut les emmener en pique-nique. Oui. Et s'il y a une coupure de courant, on écoute toujours la musique. C'est pratique. C'est pratique, voilà. Il y a eu à l'époque, entre 1900 et 1920, il y en a eu des quantités de sortes, parce qu'il y a eu plein de marques. Les principales sont Pathé et la boîte de son maître, mais il y a eu Odéon, etc. Il s'est jeté énormément de phonos. Ben oui, les gens, ce pavillon est encombrant, allez hop, à la déchetterie, et voilà. En plus, c'est un bel objet, c'est du patrimoine. Alors souvent, c'est un truc de famille. C'est le phono du grand-père. Ah ben, avant, ben, on faisait pas attention. Maintenant, on fait plus attention. Ah ben, on va le garder, on va le faire restaurer. Je sais pas si vous avez regardé dans certains films, on voit dans le fond de l'écran, tiens, il y a un phono. C'est pas par hasard, hein, parce que ben, c'était un objet décoratif et puis ça représentait une époque aussi.
quand on y pense, le son et ces premiers enregistrements-là, c'est la première fois où l'humanité peut garder quelque chose du passé. Par exemple, imaginons, ils ont enregistré des voix de personnes qui sont mortes et c'est vraiment les premiers enregistrements où on peut faire revivre quelqu'un à travers ça. S'il n'y avait pas eu les cylindres à l'époque pour retenir cette voix, bah, ce serait perdu, hein. Et bon, au départ, justement, de l'enregistrement, on a enregistré des personnalités comme ça, écrivains, ou, pour retenir leur voix, heureusement, parce que bah, c'est un trésor, hein. Je suis un fan de CD, par exemple, Oui. mais bon, le CD, il y a beaucoup moins ce truc-là, mais il y a toujours cet aspect, c'est physique, et on ressent ce physique, et j'adore les CD pour ça aussi. Mais le CD est impersonnel aussi. Ouais. Tandis qu'un 78 tours, par exemple, là, c'est... Il y a une identité du son, on a l'impression que le musicien il est derrière, parce qu'il y a une présence qu'il n'y aura jamais sur un CD, ni même sur, en plus, tout ce qui est moderne. Il y avait deux sortes de gens. Il y avait ceux qui, très cultivés, qui achetaient de la musique classique, qui écoutaient des Beethoven, etc., des coffrets entiers de disques, parce que la 9e de Beethoven, il faut 10 disques pour l'écouter. Il y avait une autre clientèle de l'époque qui était festive, comme le grand que je vous ai montré tout à l'heure, qui était dans le casino de Biarritz, où les gens dansaient au son du phono. Mais moi, ce dont j'ai l'impression, dans votre personne, qui vous êtes, c'est de réunir les gens. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, parce que ces objets, justement, que ce soit les phonographes ou les orgues de barbarie, c'était festif. Et quand on est sur les foires, j'adore discuter avec les gens, qui viennent écouter un phono. Les gens sont interloqués parce que ça fonctionne encore. Alors je leur fais fonctionner et tout, je fais tourner la manivelle aux gamins, alors le stand il est toujours plein. C'est un moment de partage aussi. J'étais à Paris, je vais au Puce de Saint-Ouen. Et puis bon, j'étais brocanteur à l'époque, et puis tiens, j'ai dit je vais acheter un phono pour animer le stand un petit peu. Alors je veux voir un phono valise, j'achète un phono valise, et puis le brocanteur qui me l'a vendu m'a dit oh, si vous voulez, s'il ne fonctionnait pas, il y a une dame qui répare les phonos un peu plus loin, là, dans avenue Victor Hugo. Bon, aussitôt, je me suis rendu chez cette dame. Quand j'ai passé le seuil de la porte, je suis resté la bouche ouverte. J'ai vu plein de phonos, des pavillons partout. J'avais jamais vu ça. J'ai acheté un phono, on m'a dit de venir vous voir, machin. Et on a commencé à discuter. J'ai dit, je sais quel métier je vais faire maintenant. Je vais vendre des phonos. C'était quelqu'un d'extraordinaire, passionné aussi. Et comme j'allais sur Paris régulièrement, tous les samedis, j'allais la voir, pas pour draguer, hein, j'allais la voir pour en parler de phonos. J'étais heureux comme tout, parce qu'une passion, ça se partage. Et là, je suis tombé au bon endroit. Je ne parle pas de cette passion en particulier, mais si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une passion, ce serait quoi? Ah mais ça on peut pas donner de conseils. C'est des rencontres. Quelqu'un peut, par exemple, venir voir mes phonos, et puis après, il rentre chez lui, il réfléchit, tout. Après, il se documente, il va dire, c'est bien, disons, s'il collectionne Roturo, c'est pas mal. Hein. Et voilà, ça commence comme ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est un contact qui se perd entre les personnes. Par exemple, on a des générations d'écart, mais justement, on arrive comme à dialoguer et échanger des choses, Ouais. s'apporter des choses, quoi. Moi, je sais que les clients qui viennent à la maison, ils sont tout de suite émerveillés. Et ils savent pas où regarder, c'est bon, je leur fais marcher un phono, après on fait le tour après. Bon, ils essayent plusieurs phonos pour en choisir un. Après, bon, on fait marcher l'orchestrelle. Après, je joue l'heure de barbarie. Oh, les gens, il suffit qu'il y ait des enfants, qu'il y ait toute la famille. J'ai vu des gens qui sont venus, toute la famille était là. On s'est permis d'emmener la famille, je dis c'est super sympa, et voilà, c'est un moment aussi convivial aussi. Ça attire ces moments conviviaux.